On va commencer par la transition énergétique. Moi, c'est un sujet où on me dit depuis des années que c'est vraiment ce qui va nous sauver, ce qui va nous permettre de sortir de tout ce qui est énergie fossile et même du nucléaire. Et puis, l'Allemagne a fait sa transition depuis 2011, notamment en arrêtant le nucléaire. Et puis, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elle est dans de tels problèmes que le gouvernement demande à les entreprises d'avoir des groupes électrogènes pour pouvoir passer l'hiver, c'est-à-dire s'acheter des groupes électrogènes parce que le gouvernement ne sera pas capable de leur fournir assez d'électricité. Donc, on voit qu'il y a quand même de gros problèmes. Et je voulais voir avec vous où on en est de cette transition énergétique. Alors, tout d'abord, juste pour revenir sur l'Allemagne, la sortie du nucléaire en Allemagne date de 2000, hein, et pas de 2011, puisqu'elle avait été décidée par Gerhard Schröder, qui, pour gagner et être chancelier en 98, avait besoin du soutien des écolos, et la condition pour avoir le soutien, c'était de sortir du nucléaire en 20 ans. Donc ça a commencé au début des années 2000, où ils ont commencé à développer notamment des panneaux solaires, des éoliennes et aussi du gaz naturel, puisqu'ils avaient besoin, pour compenser le nucléaire, de s'appuyer sur ce gaz naturel qui venait en grande majorité de Russie. Donc l'Allemagne a fait une transition du nucléaire vers le gaz naturel russe, les panneaux photovoltaïques chinois et les éoliennes. On parle là de l'électricité, attention, ça concerne 50% de l'énergie, le reste, c'est du gaz pour notamment l'industrie, le chauffage, et c'est du pétrole pour faire rouler nos voitures. La transition énergétique sur les énergies fossiles, elle est inexistante au niveau mondial, que ce soit au niveau de l'énergie, où ça représente toujours 80% de l'énergie que nous consommons, que ce soit au niveau de l'électricité, où ça représente toujours aussi la grande majorité de l'électricité que nous consommons. 40% de l'électricité vient du charbon, c'était le 42 000 en 2010 et 2021, et ce sera probablement plus l'an prochain. Donc il n'y a pas de transition énergétique, ça n'existe pas. La seule véritable transition qu'il y ait eu, elle a été faite par la France dans les années 70, où après le choc pétrolier, on se dit que c'était pas très intelligent de cramer du pétrole pour fabriquer l'électricité, et donc on a remplacé l'électricité à partir de fioul et de charbon par des réacteurs nucléaires. Donc ça a un impact, puisque forcément on importe moins de fioul et de charbon, et on émet moins de CO2 accessoirement. La seule transition énergétique qui ait eu lieu depuis 20 ans au niveau mondial, c'est qu'on a remplacé des capacités nucléaires qui faisaient de l'électricité décarbonée par des nouvelles énergies renouvelables. Donc, ce sont les éoliennes et les panneaux solaires. Donc, pas d'impact sur les émissions de CO2. Pour les pays qui l'ont fait, comme en Europe, la France, l'Allemagne, là, c'est un impact sur la balance commerciale, puisqu'on va les acheter en Chine, on ne les produit pas chez nous. Et accessoirement, elles sont fabriquées au charbon. Donc, pour l'instant, c'est non existant. Et en gros, le problème, si vous voulez, quand on regarde l'énergie, c'est qu'elle a 3 dimensions. Il y a une dimension écologique, c'est-à-dire quelle est l'intensité en CO2 de mon énergie. Est-ce qu'elle émet beaucoup de CO2, pas beaucoup de CO2? Donc ça, c'est l'aspect environnemental. Il y a l'aspect économique, combien elle coûte. Et c'est vrai que pour l'instant, on a été habitué à avoir de l'énergie peu chère. Je dis souvent que le pétrole, ça coûte moins cher que l'eau minérale. Donc, vous prenez une petite bouteille de 50 centilitres, ça vous coûtera moins cher si c'est du pétrole que de l'eau. Et troisième point, la sécurité. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a un approvisionnement, qu'on ne dépend pas, par exemple, d'un pays qui va découper ses journalistes en morceaux, ou d'un autre qui décide d'envahir un autre pays. Et là, si vous voulez, pendant 20 ans, on a parlé de l'aspect écologique. Donc, on se dit, on va essayer de faire baisser les émissions de CO2 sans réussir à faire quoi que ce soit. Je rappelle que les COP, les conférences des parties qui sont censées nous aider à régler le problème des émissions de CO2, ont été mis en place à la fin des années 90 et que depuis, les émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté. Ça veut dire qu'elles augmentent encore plus vite que quand il n'y avait pas les COP. Là, on se dit, visiblement, il y a un souci. Sur la partie économique, on a été habitué à de l'argent pas cher, sauf depuis 1 an et demi sur le gaz. Et donc, puisque les prix commencent à augmenter depuis début 2021, et qui dit gaz dit électricité en Europe, puisque le prix de l'électricité est indexé sur la dernière centrale électrique appelée, et cette centrale électrique appelée, c'est généralement une centrale à gaz, parce qu'elle va être très réactive. Donc, quand votre prix du gaz fait x2, votre prix d'électricité, il fait x2 aussi. Donc là, on commence à avoir un gaz cher en Europe,
électricité chère en Europe, et les prix du pétrole qui ont aussi augmenté, qui ont doublé depuis décembre, qui n'ont pas attendu l'invasion de l'Ukraine pour augmenter. Et donc là, on a des niveaux proches de 100 dollars. Et le problème, c'est que au-delà de l'augmentation du prix de l'électricité, de l'énergie, bah, c'est tous les prix qui augmentent, puisque pour un objet, finalement, on a besoin d'énergie pour le fabriquer, on a besoin d'énergie pour le transporter. Et donc, ça fait qu'on est dans un monde avec des niveaux d'inflation très importants, jamais vus depuis une trentaine d'années, autour de presque 10% en Europe, puisque vous savez que peut-être que les calculs de l'inflation sont sous-évalués. Donc, il faut toujours en rajouter un petit peu pour avoir les vrais chiffres. Et donc, on est là au pied du mur. On n'a pas commencé la transition énergétique. Alors, c'est pas complètement vrai, puisque depuis 2-3 jours, on nous a dit qu'il fallait quand même ne pas oublier, donc, quand on part en vacances, d'éteindre le Wi-Fi. Oui. Donc, j'ai l'impression que c'est la première mesure véritable pour commencer à économiser de l'énergie, parce que la sobriété, c'était un gros mot à date, parce qu'en fait, on a bien compris que quand on consomme moins, bah, forcément, il y a un impact peut-être sur notre consommation, et le proxy de la consommation, c'est le PIB, et qu'on a besoin de croissance pour alimenter ce monde pour payer nos intérêts, etc., etc. Mais alors, du coup, pour en finir avec la transition énergétique, enfin avec le sujet, pas avec la transition elle-même, mais quelle est la solution? C'est-à-dire que si l'éolien et le solaire, on voit que c'est pas efficace, ou du moins que ça ne fonctionne pas, la solution c'était le nucléaire, ou il y a une autre solution réelle? Alors là, vous parlez d'électricité pour l'instant, hein. Donc on parle que d'un Oui. petit morceau, c'est un peu moins de la moitié de l'énergie. En France, si vous voulez, on a construit un parc de réacteurs nucléaires à partir des années 80, qui fait qu'aujourd'hui, 90% de notre électricité est décarbonée, 70% de nucléaire, 70-75, 15-20% d'hydraulique, parce qu'on était aussi les leaders dans l'hydraulique au début du XXe siècle, la fameuse houille blanche. Aujourd'hui, en France, on a l'électricité décarbonée. Notre souci, c'est qu'on n'a pas investi un copec dans notre parc nucléaire depuis 35 ans et que théoriquement, la durée de vie était de 40. Donc, on va avoir un souci. On va avoir un souci parce qu'on a été rentier d'une énergie peu chère. Et donc, on va avoir un mur d'investissement qui va se présenter devant nous, rien que pour maintenir la capacité d'électricité. Au moment où nous parlons, nous sommes en juillet 2022, la moitié du parc nucléaire français est à l'arrêt. Donc on a un souci. On a un autre souci aussi, c'est que il y a l'éolien, notamment offshore, peut jouer un rôle, peut être un complément. En France, on bénéficie d'un couloir à vent assez important dans la Manche, et c'est ce qu'ont fait les Anglais, les Belges, les Allemands. Ils ont installé des éoliennes en mer, qu'on appelle offshore. Nous, ça fait 10 ans qu'on essaye. Alors d'abord, il y a eu un appel d'offres, mais le prix qui avait été fixé était bien trop élevé par rapport à ce qui se passait ailleurs. Et puis on a beaucoup si vous voulez, nous à chaque fois, faire des études d'impact, faut demander au public ce qu'il en pense, etc. Bref, on est à peu près au point zéro, et donc ce levier qui contribue quand même à la fois en Allemagne, au Royaume-Uni, à la production d'électricité chez nous, il est au point mort parce qu'on a un État très bureaucratique. C'est très compliqué de faire quelque chose en France. Quand vous voulez faire une usine, un parc, c'est des démarches vraiment, vraiment compliquées. Donc, sur l'électricité, c'est un peu ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Alors là, son plan, lui, c'est qu'il a quand même fermé Fessenheim, qui fonctionnait très bien. Il n'était pas obligé de le faire. Il a rouvert plutôt les centrales à charbon. Donc, on ne va pas vraiment dans la bonne direction, puisque le charbon, c'est le principal problème sur les émissions de CO2. C'est 60% de l'augmentation des émissions de CO2 depuis 2000. Et là, on voit que tous les pays repassent au charbon. France, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Inde, Chine, Japon. Bref, pour atteindre un maximum de production de charbon l'an prochain. Et dans ce cas-là, les émissions de CO2, bien sûr qu'elles montent presque jusqu'au ciel. Mais ça, c'est l'électricité. En fait, chez nous, c'est ce qu'on avait déjà fait. L'autre sujet, c'est le pétrole et le gaz naturel, puisque notamment en Europe, on dépend d'un grand fournisseur principal qui est la Russie, à peu près un tiers de notre pétrole, à peu près un peu plus 40% de notre gaz, même si c'est un peu moins chez nous en France, parce qu'on récupère du gaz et de Norvège et d'Algérie. Mais les gens oublient que les gilets jaunes, ils sont allés dans la rue, pas à cause du CO2, pas à cause de l'électricité, à cause du pétrole. Parce que ça leur coûtait trop cher d'acheter de l'essence et qu'ils ne pouvaient plus aller travailler.
Ça leur coûtait moins cher de rester chez eux que d'aller gagner de l'argent et de payer l'essence pour y aller. Donc, il va falloir s'occuper de ce pétrole. La bonne nouvelle, c'est qu'on va le faire dans pas longtemps, puisque avec le conflit ukrainien, eh bien, on a décidé de se passer du pétrole de notre principal partenaire. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, avant cette décision, on avait déjà une contrainte forte sur le pétrole au niveau mondial. Et nous, en Europe, on a décidé d'en ajouter une seconde, qui est de se passer du premier producteur mondial de pétrole. Sauf que, avant de le faire, on ne s'est pas demandé s'il y avait un plan B. Et on a la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, il va juste falloir en consommer moins, d'où la sobriété, qu'on aurait pu appeler décroissance, ou qu'on aurait pu appeler aussi austérité, puisque ça revient à peu près à la même chose. Et donc là, on va commencer à réfléchir. Alors, on y va un peu timidement, puisqu'on parle de 10% de réduction de la demande à horizon 2 ans, avec principale mesure, éteindre la lumière quand on sort de la pièce, couper le Wi-Fi et baisser la température de consigne de quelques degrés quand on se chauffe. C'est bien, mais une fois de plus, on parle d'aucun usage qui utilise du pétrole pour l'instant. Le pétrole, où est-ce qu'on l'utilise? On va l'utiliser dans les voitures. Et donc là, ce ne serait pas intelligent d'avoir des voitures, ce serait pas bête d'avoir des voitures plus petites. On avait proposé avec France Stratégie un bonus malus sur le poids pour encourager des voitures plus légères. Et accessoirement, quand on va au travail, de monter à 2 dans la voiture, hein, comme ça on divise la consommation de pétrole par 2 du jour au lendemain, hein, pas 10%, donc 50%. On l'utilise où? Dans les chaudières à fioul. Et donc ça, on pourrait mettre en place un grand plan pour remplacer les chaudières à fioul pas par du gaz naturel, hein, mais peut-être par de l'électricité. Mais une fois de plus, ça se mord un petit peu la queue. Oui, mais est-ce qu'on aura l'électricité? Bah oui, mais là, il faut investir, etc. Donc, on est toujours au pied du mur. On l'utilise où, le pétrole? On l'utilise aussi beaucoup pour le transport des marchandises. 80% de tous les objets qui circulent sur cette terre, c'est fait par bateau, avec un carburant qui n'est pas taxé. Et on l'utilise aussi un peu dans les avions. Une fois de plus, là aussi, carburant pas taxé. Et donc, on a des leviers pour faire baisser notre consommation de pétrole. Ce qui manque pour l'instant, c'est la volonté et c'est un petit peu le courage de nos dirigeants pour aller porter ces sujets au niveau à minima européen, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'un sujet franco-français, sur la taille des voitures, sur la fiscalité sur les carburants, sur le kérosène pour les avions, sur le fuel pour les bateaux. Voilà, il y a d'autres mesures qu'on peut faire, hein, de sobriété, mais qui sont moins populaires, hein, parce que vous avez essayé précédemment. C'est la réduction de la vitesse, 90 à 80 km/h, 130 à 110. C'est ce qui avait été fait, hein, lors des 2 chocs pétroliers. Vous pouvez le faire pour les voitures, vous pouvez aussi le faire pour les bateaux. Et d'ailleurs, les armuriers n'ont pas, les armateurs, pardon, c'est pas le même boulot, n'ont pas attendu la crise pour le faire, parce qu'ils ont déjà réduit la vitesse des bateaux qui circulent, et donc accepté, ils l'ont tous fait ensemble, comme ça il n'y a pas de compétition. Ouais. On peut aussi faire pour les avions, on peut aussi baisser la vitesse des avions. C'est une façon de gagner assez facilement du carburant. Alors, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça fonctionne. Mais donc il faut être un peu pragmatique. Le problème, si vous voulez, c'est que le mot pétrole, on doit toujours parler du pic pétrolier. Alors, il y a 40 ans, on nous disait qu'il en restait 40 ans. 40 ans plus tard, il se trouve qu'il y en a encore. Donc, on se dit, finalement, le pétrole, c'est pas un souci. Alors, le problème, c'est que c'est un souci parce que, on se base pas sur les bonnes réserves. Quand on regarde les bonnes réserves qui sont des données confidentielles et pas les réserves dont on parle là qui sont des données financières ou politiques, en fait, il y a 30 ans, il restait 60 ans de pétrole, et aujourd'hui, il en reste 30 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'il en restera peut-être plus dans 30 ans, mais ça veut dire que la contrainte est en train de se resserrer, qu'on a de moins en moins de marge de manœuvre, et comme nous n'avons rien anticipé, eh bien, ça va se faire un peu dans la douleur, et notamment pour les gens les plus modestes ou les plus pauvres. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui au Sri Lanka, vous avez désormais un pass carburant. Ils ont inventé le pass carburant. Et bien ça va se passer dans tous les pays les plus pauvres, et puis petit à petit, ça va revenir chez nous. D'accord. Mais alors moi, pour mettre un peu de lumière quand même là-dedans, sur ce tableau sombre, on peut imaginer aussi des pétroles de synthèse qui soient inventés et créés, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui essayent de faire de l'essence à partir du déchet de betterave.
par Ouais. exemple, c'est un exemple. Mhm. Et donc, on peut aussi penser que l'avancée technologique nous permettra de passer ce cap d'un Ouais. problème de réserve. Non. On peut effectivement penser, on peut imaginer beaucoup de choses. L'imagination, c'est très bien. Mais après, si vous voulez, et oui, des gens travaillent sur des pétroles de synthèse, et c'est une bonne chose. Mais par exemple, dès qu'on parle des biocarburants ou de la betterave, la question se pose, est-ce qu'on est en compétition ou pas avec de la nourriture? Parce qu'on a aussi besoin de manger. Donc si on est compétition avec la nourriture, c'est compliqué. Est-ce que c'est finalement pire que ce qu'on utilisait quand on prend l'huile de palme qui vient de Malaisie et qu'on rase des forêts primaires entières pour mettre des plantations de palmiers? A priori, c'est pas mieux non plus. Donc, il y a des solutions, mais en fait, on n'a jamais fait mieux que le pétrole, que la Terre nous a préparé pendant à peu près 300 millions d'années, a cuit doucement, tranquillement sous le sol, et qu'on allait découvrir en 1869, qu'on est en train de cramer. On a fait à peu près 150 ans pour la montée, peut-être que ce sera 150 pour la descente, on verra ce que ça donne. Mais on n'a jamais fait mieux que le pétrole. Donc oui, on aura peut-être des solutions, mais malheureusement, quand on regarde aujourd'hui la production au niveau mondial de pétrole, on est quand même à un plafond depuis 2-3 ans. On voit que l'Arabie Saoudite, qui nous vendait, alors j'étais pas né, peut-être que vous non plus, mais dans les années 70, elle vendait 20 millions de barils de pétrole par jour. On est difficilement à 11, et si on monte à 12, ça va être le bout du monde. Donc, et puis on a eu notre petit pic pétrolier, le pic pétrole conventionnel, ce que je dis, le pétrole pas cher, moins de $50. Ça a eu lieu en 2008, hein, c'est reconnu par l'Agence internationale de l'énergie. On a eu un petit peu de rab, une petite picou supplémentaire avec le pétrole de schiste aux États-Unis et les sables bitumineux, mais malheureusement, après, ce qui s'est passé aux États-Unis n'est pas forcément reproductible. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Du pétrole, il en reste des quantités infinies. Ça, il n'y a pas de sujet. Le problème, c'est combien ça coûte pour l'extraire. Il est gratuit, mais combien ça coûte, combien on paye pour l'extraire, et combien les gens peuvent se payer le pétrole. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que comme c'est un produit très grand public, à partir de 150 dollars le baril, on commence à détruire de la demande. Donc, effectivement, on va extraire tout le pétrole disponible pour 150 dollars, on va fabriquer tout le pétrole de synthèse qu'on peut faire à 150 dollars, mais le reste, ce sera trop cher. Et donc, c'est là où on est à notre contrainte.